Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de l'ancienne Lorette qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec M. Richard Prévost pour souligner le 100e anniversaire de Prévost Car. Restez là. Richard, vous êtes le petit-fils d'Eugène Prévost, le fondateur de Prévost. On a devant nous sa première autobus qui date de 1924. Mais avant, j'aimerais ça en savoir un peu plus sur le bonhomme, sur M. Prévost. Il est né où, M. Prévost? Donc, Eugène est venu au monde à Sainte-Claire en 1898. Il est venu au monde sur une ferme, la ferme de son père. Et à l'âge de 12 ans, son père, Joseph, voyant que ses deux fils qui restaient à Sainte-Claire n'étaient pas intéressés de reprendre les opérations de la ferme, il a décidé de vendre la ferme et d'acheter une demeure dans le village à Sainte-Claire. Au lieu d'imposer sa relève, il a décidé de s'ajuster aux passions de ses enfants. Exactement. Donc, à ce moment-là, il a déménagé à Sainte-Claire et la maison qu'ils ont achetée n'était pas finie. Donc, Joseph et Eugène ont pris le mandat de faire la finition à l'intérieur de la demeure. Il est très jeune à ce moment-là. Il a 12 ans, en OK. fait, au moment où il a déménagé à Sainte-Claire, dans le village. Et donc, il est tombé en amour avec le bois. Il voyait, donc c'est un homme qui regardait beaucoup les revues. Il voyait dans les revues qu'il y avait plusieurs outils pour aider à travailler le bois, et dont une scie à ruban. Donc, lui, il faisait tout ça à l'aiguine. Donc, ce qu'il a fait, il a proposé à son frère, parce qu'il y avait un vélo commun, OK. il dit à son frère, on va sacrifier la bécane pour se fabriquer un outil pour couper le bois. C'est génial. Oui, son frère ne comprenait pas trop, donc il lui explique, il met le vélo contre le mur, il enlève les pneus, il enlève le guidon, il enlève le siège, il fixe la roue avant pour pas que ça bouge, il met une tablette là-dessus, et il met une scie à ruban autour des deux roues. Incroyable. Et il y a quelqu'un donc qui tournait la manivelle, et lui, bien, il coupait son bois avec ça. C'est comme ça qu'il s'est lancé? Il s'est lancé avec ça. Il était adolescent quand il a fait ça. OK. Donc, c'est vraiment là, une création qui est venue de son esprit. Et une autre affaire, à ce moment-là, il commençait à faire des chaises, donc plusieurs meubles qu'il vendait. Et il voulait tourner des pattes de chaises. Il voulait les faire rondes. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une centrifugeuse. Donc, pour séparer le lait du beurre, ça tourne très vite. Donc, il l'a mis de côté. Il a fixé un bushing au bout. Oui. Et il y avait un morceau de bois. Puis quelqu'un actionnait la manivelle. Puis lui, bien, il gossait du bois pour faire ses barreaux, exactement. Dans le fond, il s'inspirait un peu de certaines revues. Puis à partir des moyens qu'il avait, il créait un autre outil. Il créait un autre outil, exactement. Donc, tout ça a commencé. Donc, il fabriquait des meubles. Il vendait les meubles. Et il vernissait, bien entendu, les meubles avant de les vendre à ses clients. Et sa mère trouvait que ça sentait fort dans la maison. Donc, elle l'a comme incité à changer d'endroit. Et à l'âge de 17 ans, il y avait une maison qui était derrière la maison paternelle. Il est allé voir le propriétaire. Il a acheté la maison de l'individu. Et c'est son père qui a signé parce qu'il était encore mineur. Il a signé le contrat d'achat et c'est devenu sa première shop, son premier établi où il a commencé à fabriquer là, à grande échelle. Là, il travaillait du mobilier. J'ai vu qu'il travaillait des chaises, même des bancs d'église. Hein? Il a fait des bancs d'église. C'était un peu plus tard, ça, les bancs d'église. C'est venu plus tard. Il a commencé avec des bureaux, des sets de chambre, des tables de cuisine avec le mobilier et tout et tout. Donc, il a commencé en faisant ça. Et à ce moment-là, il voulait avoir plus de machinerie. Donc, il voyait qu'il y avait de l'électricité, puis il y avait beaucoup de machinerie qui étaient disponibles avec
d'électricité. Donc, il s'est acheté une génératrice, puis il s'était fait un système dans sa maison où il y avait une poulie dans le haut avec plusieurs outils reliés avec des straps en cuir. Donc, il tirait le bras, puis il actionnait la machine. Et quand il avait terminé, bien, il levait le bras, il allait sur l'autre machine, tirait le bras, puis il travaillait sur l'autre machinerie. Fait que le même moteur servait à toutes les opérations? Exactement, le même moteur. Et donc, lui, il a amené, après ça, l'électricité à sa demeure. Et le vicaire, à l'époque, le curé, voulait avoir, lui aussi, l'électricité à l'église, donc, et au presbytère. Donc, il a demandé à Eugène si c'était possible. Eugène est allé voir le conseil de ville. Il a demandé la permission de planter des poteaux dans le village de Sainte-Claire, ce qu'il a fait. Et il y avait 23 clients, Eugène, dans le village de Sainte-Claire à qui il vendait de l'électricité. Donc, il est vraiment dans les premiers balbutiements de l'électricité, bien avant Hydro-Québec. Effectivement. En fait, il avait fait ce système-là. Et en 1927, il a vendu ce système-là à une compagnie qui est devenue Shawinigan Power, qui est devenue Hydro-Québec. Il a vendu ça pour un montant de 3 700,99 $ en 1927. Puis, pour faire fonctionner tout ça, ça devait être manuel à ce moment-là. Il devait l'ouvrir lui-même, le circuit, et le fermer lui-même, j'imagine. Exactement. Donc, le jour, l'électricité qu'il produisait servait à alimenter son usine, sa petite usine. Ouais. Donc, le soir venu, il fermait le breaker de l'usine, rouvrait le breaker du village, et c'est là qu'il y avait tous ses clients. Et dans ce temps-là, donc, il ne faisait pas juste brancher la maison, il faisait l'installation électrique à l'intérieur des maisons, donc passer le filage et faire des cordons là, sur les murs pour cacher les fils. Et donc, il faisait vraiment, là, c'était un clé en main quand il vendait l'électricité à ses clients. On s'entend, il n'est pas allé à l'école pour ça. Donc, c'est toute de la recherche qu'il a faite probablement à partir de revues et son petit génie à lui qui a permis de faire ça. Exactement. Donc, c'est un gars qui était autodidacte. C'était en fait un vrai génie. Donc, il s'inspirait de ce qui se faisait ailleurs. Puis, un de ses dictons était, bien, si quelqu'un peut le faire, moi, je peux le faire. Très bon dicton. Oui, donc c'est de là qu'il est parti, puis il a vraiment créé le premier véhicule. Puis la façon que c'est arrivé, c'est qu'il s'est acheté une moto et une moto Excelsior. Et il allait à différents endroits bâtir des ranges ou livrer des meubles, des choses du genre. Puis il s'est construit à côté, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour s'en acheter un, il s'est construit un sidecar. Donc, il servait du sidecar pour aller livrer les pièces, les meubles aux gens, à ses clients. On va faire une petite pause, puis après ça, on revient sur l'histoire pour voir les liens, justement, les premiers éléments qui ont permis de construire des autobus. OK. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Dans le magazine de l'auto ancienne, publié par Voitures anciennes du Québec, se trouve une section de petites annonces. Dans cette section, vous trouverez les annonces de nos membres pour lesquelles celles-ci sont gratuites, ainsi qu'un échantillonnage de ce qui se trouve sur les différents sites web dans l'Est du Canada. C'est une excellente référence pour connaître la valeur et l'offre du marché. En 1968, la légende de la Mustang prend une nouvelle dimension avec l'arrivée de la Shelby GT500 KR, surnommée King of the Road. Ce monstre mécanique, conçu par le légendaire Carroll Shelby, est équipé d'un moteur V8 428 pouces cubes Cobra Jet, délivrant une puissance phénoménale de 335 chevaux. Mais ce chiffre, bien que déjà impressionnant, ne raconte pas toute l'histoire. La GT500 KR est une voiture sauvage, faite pour dominer les routes avec une accélération fulgurante et un rugissement inimitable. Son design agressif, avec ses lignes musclées, ses prises d'air fonctionnelles et ses jantes emblématiques, capte l'attention dès le premier regard. C'est une voiture née pour la vitesse, mais aussi pour marquer l'histoire de l'automobile américaine. La question de la semaine, présentée par Uniplus Network, votre référence en pièces au Québec. En quelle année a eu lieu le premier salon de l'auto de Montréal? En 1914, sous le nom de Montréal Auto Show, et était tenu au Drill Hall sur la rue Saint-Antoine.
Interrompu lors de la Seconde Guerre mondiale, il reprend ses activités en 1969. Richard, on a parlé tantôt des premiers contacts avec la mécanique, avec Eugène Prévost, avec la moto, et il y a une suite à ça. Effectivement, donc il a acheté sa moto Excelsior et il y avait des meubles à livrer des clients. Donc, il n'y avait rien pour pouvoir... Il faisait ça avec une charrette. Il voulait que ce soit plus efficace. Donc, après avoir acheté sa moto, en regardant des revues, il a vu qu'il y avait des sidecars, mais il n'y avait pas d'argent pour s'en acheter. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en est fabriqué une. Il a attaché le sidecar sur sa moto. Donc, c'était ses premiers expériences, contacts avec le mécanique et avec le métal. Il a commencé à travailler le métal à ce moment-là. Et par la suite, bien, en 1922, il s'est acheté une Chevrolet. Donc, la Chevrolet, elle avait ce qu'on appelle un soft top, donc c'était une toile, et il n'y avait pas de vitre. Okay. Et à l'automne 1922, ma grand-mère était enceinte, puis là, s'est dit, bien là, je ne pourrais pas sortir le dimanche après-midi avec ma femme puis mon enfant. Donc, durant l'hiver 22-23, il a mis un toit rigide et il a mis des fenêtres autour du véhicule. Donc, il a sorti ça au printemps 23. Il a fait un habitacle fermé, ce qui était très rare à l'époque. Exactement. Donc, il a fait ça. Et après ça, plus tard, il y avait un de ses collègues, un de ses amis, qui avait une ligne d'autobus entre Sainte-Claire et Lévis. Son nom, c'était Georges Roy. Donc, Georges allait voir Eugène pour réparer son autobus. Son autobus avait beaucoup d'âge, était quand même magané un petit peu. Donc, Georges Roy demande à Eugène, « Est-ce que tu peux me fabriquer un autobus? » Eugène dit, « Bien non, je ne peux pas faire ça. » Fait que là, finalement, il a insisté. Les gens de la communauté également ont insisté, voyant les talents qu'Eugène avait. Ils l'ont incité à construire ce premier véhicule-là. Donc, il a décidé d'aller de l'avant. Et à l'automne 1923, il s'est acheté un camion Réo flambant neuf. Réo, qui est une compagnie, dans le fond, qui est apparentée à Oldsmobile pour Réo Ely Olds. Exactement. Réo, parce qu'il a vendu sa compagnie en 1904. Donc, il a parti d'une nouvelle compagnie pour faire des voitures en 1904. Il faisait aussi des camions. En 1936, il a arrêté de faire des voitures, puis finalement, la compagnie s'est éteinte en 1967. Fait que déjà là, il est allé chercher une mécanique reconnue par un fabricant américain reconnu pour que son autobus soit fiable. Exactement, exactement. Si tu veux bien, Richard, on va se déplacer dans l'autobus. On a des choses à découvrir encore. Richard, d'où vient l'idée de restaurer la première autobus d'Eugène? En fait, c'est une idée folle de mon cousin André. Puis, à un moment donné, on était ensemble, les cousins, et il dit, ça serait le fun de reproduire le premier véhicule de grand-papa. Fait que là, ils m'ont donné le mandat. Richard, il faut que tu trouves un Réo 1923. Tout un mandat, Speedwagon. Tout un mandat, effectivement. Oui. Donc, ça a pris un peu plus de 6 mois. Et on a finalement trouvé un véhicule 1923 qui était à Tampa, en Floride, à Tampa Bay. Donc, un mois après l'avoir trouvé, on est partis, 3 cousins ensemble, on est allé le chercher, on l'a ramené à Sainte-Claire. Vous avez pris un camion pour tout ramener? Oui, en fait, on avait le pick-up de mon cousin et mon autre cousin il avait fait sa vieille roulotte, il l'avait transformée en plateforme. Okay. Et on l'a embarqué sur cette plateforme-là, puis on l'a amené, on a traversé les douanes, on l'a ramené à Sainte-Claire. Et ça nous a pris 2 ans, en fait, plus de 2 ans, même 2 ans et demi à travailler dessus. En fait, et c'est surtout mon cousin André qui avait le projet de refaire. Il était avec sa conjointe, Francine, elle a travaillé, elle l'a épaulé dans le projet. Mon cousin Marco, lui, c'est lui qui a dessiné sur AutoCAD tous les principes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la seule image qu'on avait, c'est une image du premier, et puis il n'y en a seulement qu'une, était à 45 degrés d'angle. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on savait que les roues avaient 27 pouces de haut et que sur la photo, bien, on a fait une règle de 3 et on est arrivé avec les fenêtres, puis on est arrivé à 24 pouces pour les fenêtres. Donc, on s'est servi de cette règle de 3-là pour bâtir l'autobus au complet. Donc, vous êtes parti d'aucun plan, juste avec une roue, pour réussir à concevoir une cabine identique. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un peu de surprise dans le projet?
En fait, pas vraiment de surprise. Je dis souvent à mon cousin André que je suis jaloux de lui. C'est lui qui a hérité de tous les talents de notre grand-père au niveau construction et niveau innovation puis idées pour fabriquer. Mais non, pas vraiment de surprise. Et vraiment, tout a été fait. Notre cousin Jacques, lui, a travaillé sur le moteur, il a travaillé sur la mécanique plus, puis sur l'idée. Donc, on est 4 cousins là, qui ont vraiment... chacun avait son mandat pour réaliser le projet. Je suis en trip de famille, ça. On a eu du fun pendant 2 ans et demi et même plus. Encore aujourd'hui, on a tellement de plaisir à se voir puis à se remémorer des souvenirs puis à tout ce qui nous arrive aussi autour de ça. Puis c'est spécial parce que on a, à côté de nous autres, on a un véhicule, le tout nouveau Prévost, l'édition centenaire, et celui-là ici. Donc, il y a 100 ans entre les deux véhicules. C'est vraiment incroyable de voir. Puis, au niveau de la mécanique, par curiosité, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages à faire sur le Rio? Pas beaucoup d'ouvrages. Donc, il a été remonté au complet. Le monsieur qui l'avait donc en Floride, lui, il faisait pas de changement d'huile. Lui, il rajoutait de l'huile. Fait que, dans le fond de la panne à l'huile, là, c'était une grosse pâte qu'il y avait là-dedans. Donc, la pire job, ça a été vraiment là, de nettoyer le moteur avec tout enlever, la vieille huile. Solvant, dans le fond. C'est ça, solvant pour nettoyer ça comme il faut. Puis maintenant, bien, ça roule comme au moine, comme on dit. 1924, on le souligne. Ah oui, absolument, 1924. À l'intérieur, on a le réservoir d'essence ici. Tu soulignais tantôt, lorsqu'on a préparé l'entrevue, qui était surélevé, oui, pour la gravité, mais il y a aussi un angle. Effectivement. Donc, à cette époque-là, les pompes à gaz n'existaient pas. Donc, on mettait le réservoir à essence en haut du moteur. On lui donnait un angle pour que l'essence puisse descendre par gravité, dans le fond. Par gravité, exactement. Eugène Prévost a également innové avec un marchepied qui sort lorsque les portes ouvrent et qui rentre lorsque les portes ferment de façon automatisée. Exactement. Donc, il y a un levier qui, quand on rouvre le levier pour ouvrir les portes, bien, la tablette va descendre. La marche va descendre pour que les passagers puissent rentrer et descendre. Donc, on n'oublie pas que les roues avaient 27 pouces. Ça faisait quand même une grosse marche. Et afin de faciliter l'entrée et la sortie du véhicule, Eugène avait patenté ce système-là avec la marche qui monte et qui descend. M. Prévost a eu une autre innovation très géniale pour l'époque, parce que faire baisser des vitres dans un autocar de ce type-là, c'est pas évident. Il a trouvé une manière de le faire. Donc, exactement. Il n'y avait pas de manivelle comme on pourrait trouver dans les véhicules un peu plus tard dans l'histoire. Donc, l'histoire a été racontée par quelqu'un qui avait vécu le projet, qui était le voisin en face de mes grands-parents. Il a raconté à mon père l'histoire. Donc, il y avait des straps de cuir qui étaient de chaque côté avec donc des lanières. Et quand on tirait sur les lanières, la vitre descendait. Et quand on voulait les remonter, on faisait simplement ramener les lanières à la position d'origine. Donc, il y avait des trous à différents endroits. On pouvait ouvrir la vitre à différentes hauteurs. Et encore une fois, un petit côté génie. Un petit côté ingénieux, le côté pratique, patenteux. Puis c'est un gars qui pensait à tout, en fait. Richard, est-ce qu'on pourrait aller faire un petit tour? Absolument. Bien, je te laisse le volant, puis je m'assieds à côté. Parfait. Quand on pense à Eugène Prévost, on pense immédiatement à autocar de luxe. Mais Eugène Prévost, c'était beaucoup plus que ça. C'est un inventeur, un génie créatif hors du commun pour l'époque. Alors, l'unité qui se trouve à côté de moi est une motoneige, la motoneige Caribou. Bon, le terme motoneige n'était peut-être pas utilisé en 1953, mais quand même. La demande initiale pour concevoir cette motoneige est venue par M. Wilfrid Grenier, qui avait reçu un contrat par le gouvernement canadien pour cartographier le Grand Nord. Donc, on cherchait un moyen de se transporter sur la neige, ce qui n'était pas évident à l'époque. Il n'existait pas grand-chose sur le marché. Donc, M. Prévost a développé cette machine avec des critères de base, transportable en avion. Donc, le poids devenait très important. On a choisi l'aluminium. Il a développé les chenilles lui-même pour ce modèle. Et la motorisation, c'est une motorisation d'un moteur Dina Panhard, 2 cylindres. Alors, on avait tous les éléments très, très importants. On avait de la portance sur la neige, on avait une bonne force pour capable de tirer et un poids assez léger. Donc, on a produit cette unité-là, 22 exemplaires, mais celle-ci est la seule qui demeure l'unique présentement. Elle appartenait à un connectionneur de Sainte-Claire, M. Aubin, qui l'a revendu à la famille Prévost. On l'a remis dans un ordre impeccable et on vous la présente aujourd'hui.
Donc, pour les gens qui aimeraient connaître plus l'histoire de Prévost, il existe un livre qui a été écrit, un livre de 800 pages, mais un livre qui a été réédité à 375 pages, disponible dans toutes les librairies. L'auteur est René Prévost, qui est un des fils d'Eugène Prévost. Je vous invite à le lire. Il y a une histoire fascinante. Vous allez découvrir un univers vraiment génial de la famille Prévost. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Pourquoi est-il recommandé de remplacer tous les pneus en même temps? Réponse A. Les 4 pneus d'une voiture travaillent ensemble. Tous les pneus devraient avoir une structure équivalente, être de même modèle et de la même dimension prescrite par le fabricant d'automobiles. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le Conseil de Pro, on va vous parler de suspension sans ressort, une particularité que cette Citroën DS 21 possède. Oui. Citroën a fabriqué des DS pour environ une vingtaine d'années. Les premières sont sorties de la manufacture en 1955. Et puis très tôt, si ce n'est pas qu'en partant du début complètement, on a installé des systèmes hydrauliques de suspension, donc sans ressort. On a un cylindre hydraulique qui est rattaché à la roue et à la carrosserie. Lorsque l'huile pousse le cylindre, évidemment, on comprend que ça soulève le véhicule. Mais on doit avoir un organe quelque part qui va amortir les chocs, sinon l'huile, c'est pas compressible. Alors, l'huile est installée dans une sphère aussi séparée par une membrane en caoutchouc, puis de l'autre côté de la membrane, c'est de l'azote, sous haute pression. Donc, c'est l'azote qui s'écrase, qui fait effet de ressort. Étant donné qu'il n'y a pas de résistance à écraser un gaz plutôt qu'un ressort, mais ça fait de cette voiture pratiquement un tapis volant puisqu'on sent pratiquement aucune irrégularité de la route. N'oubliez pas qu'il n'y a pas juste cette particularité-là dans cette voiture. DS avait fait un profil très, très élégant pour l'aérodynamisme, des phares qui tournent avec les roues, puis un moteur très, très reculé pour balancer la suspension. On demande-tu à Guy de partir ça? Ben oui. Alors, la voici qui commence à se soulever par en arrière, se soulève en avant. La voiture est prête à prendre la route. Merci beaucoup, André. Bienvenue. Hey, avez-vous de la place? Ah oui, embarque, Marie. Oh, t'es gentil, merci. Richard, vous avez également rénové un deuxième autobus, un Citadin 1952. Effectivement. Donc, c'est un projet qui a été fait il y a quelques années. C'est un véhicule qui était dans un champ en train de pourrir. Ils l'ont récupéré juste à temps pour pouvoir le récupérer. Et fait intéressant avec ce véhicule-là, les gens qui ont participé à faire la restauration du véhicule, c'est les gens qui avaient travaillé, qui étaient à la retraite de chez Prévost et avaient travaillé sur la fabrication du véhicule en 1952. Hey, c'est un projet d'envergure, puis il y avait les connaissances pour l'avoir assemblé neuf. Absolument. Donc, c'est comme un petit miracle au travers le reste, ça. C'est un petit miracle, effectivement. C'est un très beau projet et ce véhicule-là appartient à la Société du patrimoine de Sainte-Claire, tout comme le Clarisse et également le Caribou. J'aimerais également souligner que ton père René a écrit un livre. Il en a écrit 2, dans le fond. Effectivement. C'est 2 ouvrages sur l'histoire de Prévost. Il y en a un qui a 800 pages, je crois, l'autre un petit peu moins. Le premier, donc, 800 pages. Donc, il a passé 15 ans à faire des recherches sur l'histoire, les réalisations d'Eugène. Il a publié ça il y a déjà quelques années. Et la nouvelle version, celle que vous avez, est la version qui est sortie pour le 100e anniversaire de Prévost, qui, celui-là, est concentré uniquement sur la réalisation d'Eugène. OK. Donc, c'est un livre vraiment intéressant également. Très intéressant. Mario Lacroix l'a lu. Il a dit que c'est un des livres vraiment intéressants qu'il a vu. Et vous allez également faire une belle tournée pour souligner le 100e de Prévost
En fait, oui, c'est la compagnie Prévost donc, qui est partie et on voulait fêter les 100 ans de l'organisation avec tous les employés. Donc, on a commencé en janvier à Nashville, au Tennessee. On s'est promené vraiment partout en Amérique, partout où Prévost ont des centres de services et jusque des Rocheuses. Ah oui, des Rocheuses en Californie, en Floride, un peu partout en fait. Et maintenant, il est de retour ici au Québec. Richard, j'aimerais te remercier énormément pour nous avoir partagé toute cette histoire intime-là. Tu es bien placé, hein? Tu es le petit-fils d'Eugène Prévost. Un gros merci d'avoir participé à l'émission. Grand plaisir, mon cher, merci. Merci à toi. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.